Ambiance typiquement ferroviaire, caractéristique de la traction à vapeur. On est revenu, allez, j'allais dire presque un siècle en arrière, ou plutôt dans les années 50. Paul, on fait le plein d'eau, et là, qu'est-ce que vous ajoutez? C'est de l'anti-calcaire. C'est trois produits, je ne connais pas exactement les noms, mais c'est pour éviter le calcaire. Et donc vous mettez ça dans les bâches à eau, dans les bacs à eau directement. Oui. Et vous le faites à chaque voyage? Dès qu'on rajoute de l'eau en fait. Donc là, par exemple, là on rajoute 4 mètres cubes. Donc on fait selon les dosages pour 4 mètres cubes. Alors ça c'est un pour 4 et ça c'est un pour 3. Vous faites de l'eau tous les combien et du charbon tous les combien? Alors à chaque voyage on fait de l'eau pour vraiment avoir la sécurité en fait, pour être sûr d'avoir de l'eau si jamais on a un problème. Charbon c'est à peu près tous les midis et on essaye parfois de le faire aussi le matin, comme ça on est un peu tranquille. Alors petite explication, regardez nous trouvons, là on est en train de faire le plein d'eau de la 040T, mais nous sommes dans le Gard, à la gare d'Andouze. Andouze est connue comme une cité touristique, mais Andouze est connue pour sa bambouseraie. On ira tout à l'heure jeter un coup d'œil. En fait, nous sommes ici pour célébrer les 100 ans d'une ligne ferroviaire, vous voyez, à gabarit normal, gabarit SNCF, qui reliait Andouze à Saint-Jean-du-Gard, autrement dit sur les contreforts des Cévennes. Alors, cette ligne tout de même a une petite histoire. Écoutez-la bien. Retour donc en arrière, il y a un peu plus de 100 ans. Vous voyez, je suis ici à Saint-Jean-du-Gard. Là, la gare de Saint-Jean-du-Gard, bien entendu, n'existait pas. En effet, le seul chemin de fer de la région, c'était la ligne, ce qu'on appelle le Cévenol, c'est-à-dire Clermont-Ferrand, Nîmes, à travers les gorges de l'Allier et de l'Ardèche et le Massif central, qui passait par Alès. Alès, très important, puisque bassin minier, toujours le rôle prioritaire du charbon dans le chemin de fer. Et il y avait une deuxième ligne de la compagnie PLM du Midi qui allait d'Alès à une ville qui s'appelle Andouze, célèbre pour ses poteries et aujourd'hui pour sa bambouseraie. Et ici, à 15 km d'Andouze, sur les contreforts donc des Cévennes, dans une région merveilleuse, très sauvage, très boisée, là où coule, c'est un peu la source du Gardon, disons, du Gard, il y avait Saint-Jean-du-Gard. Et le maire de Saint-Jean-du-Gard était à la fois un banquier, ce qui est intéressant, mais également exploitait des filatures. Et oui, ici, Saint-Jean-du-Gard, l'activité économique, c'était l'exploitation des forêts de châtaigniers. On mangeait de la châtaigne et on construisait avec du bois de châtaignier, mais également, on s'en souvient, il y avait les fameuses filatures, c'est-à-dire on élevait le ver à soie, parce que le ver à soie consommait les feuilles du mûrier. Donc ici, c'était l'élevage du ver à soie avec des filatures, et la soie, elle, c'est-à-dire les fils de soie, il fallait qu'ils partent. Par comment? Par cheval, ils allaient en direction de la vallée, à Andouze, puis Andouze, ils remontaient à Lyon. Et vous vous souvenez bien, c'était les fameuses soieries lyonnaises. Donc voilà la situation qui était. Et donc le maire, ici, de Saint-Jean-du-Gard, enrageait de ne pas avoir le chemin de fer pour écouler précisément ces fils de soie vers les filatures. Et donc, de fait, il a en quelque sorte incité et financé la construction d'une ligne de 15 km qui va de Andouze à Saint-Jean-du-Gard. Et voilà donc pourquoi il y a une gare à Saint-Jean-du-Gard qui est devenue très importante. Il y avait un énorme dépôt de chemin de fer. Et à Saint-Jean-du-Gard, il y a eu en quelque sorte une explosion économique, un désenclavement, puisqu'on pouvait exporter à la fois le tanin, le bois de châtaignier, mais également la poterie, parce qu'on faisait de la poterie, et surtout le fil à soie. Voilà donc la situation. Et puis, bien entendu, comme il y avait peu de trafic voyageurs et que les compagnies n'aimaient pas perdre de l'argent, il y a eu le déclin de l'activité économique de la ligne. La guerre aussi n'a pas arrangé les choses en 1940. Et après la reprise des hostilités, la SNCF n'a pas fait grand effort pour sauver ces petites lignes. Et fin 71, c'était la fin de l'exploitation
Et aussitôt, bien entendu, la SNCF a commencé le démantèlement de la ligne. Fort heureusement, une association a été créée, le train à vapeur des Cévennes, qui a sauvé la portion de ligne de 15 km entre Andouvres et ici, Saint-Jean-du-Gard. Un petit train touristique qui avait bien débuté jusqu'au moment où les frères Zélinger en ont repris l'exploitation et en ont fait un formidable succès commercial, comme vous allez le découvrir dans ce DVD. Donc, ce DVD, c'est encore un coup de chapeau que nous rendons à ces associations, souvent assez bénévoles, et aujourd'hui à des professionnels qui développent, qui sauvent des trains touristiques et participent donc au sauvetage de notre patrimoine national. Donc, dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Et oui, 2 films. 2 films qui ont trait au chemin de fer suisse. Ce sont vraiment les rois des chemins de fer touristiques et des secondaires. Le premier film, Chemin de fer appenzellois. Deuxième film, le célèbre BAM. 4 bonus. Le premier bonus, bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, c'est un magnifique voyage le long du Gard entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, qui est le train à vapeur des Cévennes, avec derrière la caméra Daniel Brosset dit Figaro. Deuxième bonus, comment ça marche, ou plutôt la visite du dépôt de chemin de fer du train à vapeur des Cévennes, ici à Saint-Jean-du-Gard. Et vous allez voir, on est très riche en matériel vapeur. Mais attention, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du gabarit SNCF. Troisième bonus, un autre chemin de fer touristique, celui-là, on se demande pourquoi il a survécu, c'est celui géré par la SNCF, le fameux train jaune qui a fêté son centenaire et qui va de Villefranche jusqu'à la Tour de Carole, qu'il faut absolument emprunter durant vos vacances. Et puis enfin, quatrième bonus, un homme à métier à tout seigneur, tout honneur, celui qui participe au développement du train à vapeur des Cévennes, François Zélinger. Allez, bon voyage et surtout, venez dans cette région, elle est magnifique. Nous voici en gare d'Herisau, principal centre ferroviaire du canton d'Appenzell-Rhodes extérieur. Il est 10h du matin, une navette rouge à ligne blanche marque son entrée au quai numéro 2 de la gare des chemins de fer métriques appenzellois AB. Juste en face, sur la place, la gare des Schweizerische Südostbahn SOB, une des dernières grandes compagnies de chemins de fer privées à voie normale en Suisse. À Herisau, siège de la compagnie des chemins de fer d'Appenzell, se trouvent 2 dépôts destinés aux entretiens courants des véhicules. Dans celui du fond, hormis une locomotive à vapeur rachetée en son temps par des privés au RHB, se trouve un véhicule plutôt original pour un chemin de fer à voie métrique typiquement suisse. Voici donc la singulière motrice diesel électrique BCFM 24 numéro 56. Ce véhicule hybride fut construit en 1928 par les ateliers Sulzer de Winterthur. Comme tout le monde, la compagnie, durant la Première Guerre mondiale, fut confrontée à la dure pénurie de charbon. Au pire moment des hostilités, le prix du précieux combustible pouvait atteindre les 240 francs la tonne. Face à cette insurmontable situation, il n'était pas question de penser, même en rêve, à une quelconque électrification du réseau. Alors, dans l'attente de jours meilleurs, les fins stratèges de la petite compagnie résolurent provisoirement une partie du problème par la construction de 2 exemplaires similaires. Comment fonctionne donc la traction de ces drôles de machines ? Eh bien, le plus simplement du monde, si j'ose dire. L'imposant moteur diesel tourne sur un rythme constant. De par cette action, il fait tourner les dynamos qui fournissent à leur tour l'énergie voulue pour alimenter les moteurs électriques de traction. Par ailleurs, leur conduite reste identique aux engins électriques et finalement, seul à l'intérieur, le petit atelier s'impose, mécanique oblige. Sachez que ce véhicule salon ne roule que très rarement sur le réseau. Il fut entièrement restauré en 1990 grâce à l'aide financière d'une loterie cantonale. Avant de retourner en gare, jetons encore un rapide coup d'œil sur le petit locotracteur, somme toute bien sympathique, et destiné aux manœuvres de la gare d'Herisau. Construit en 1912, il porte encore les anciennes couleurs de la compagnie appenzelloise. Hormis la gestion des trains, les AB ont agencé ces dernières années, dans diverses gares importantes du réseau appenzellois, toute une série de magasins. Ces échoppes, sous l'enseigne Mercato, sont ouvertes tous les jours et garantissent encore un brin de vie dans ces lieux, autant pour l'autochtone que pour le touriste de passage. Il évite ainsi, comme on a pu le constater sur d'autres réseaux métriques, la mort certaine des gares de grands villages. Pressons le pas, mademoiselle, le moment est venu de découvrir Appenzell, flanqué de ses couleurs riantes et estivales.
Entrer en Appenzell, c'est partir un peu dans le lointain, à l'aventure, à la découverte. Noyé dans l'ondulation géographique verdoyante, sans fin de ces vallons situés entre les rives du lac de Constance et les contreforts de l'Alpstein, où se dresse majestueusement le Santis, le pays d'Appenzell est une île dans la montagne et vous accueille avec malice. Politiquement, la région appenzelloise est formée de 2 demi-cantons. Il y a d'abord Rhodes extérieur, de confession protestante, avec Herisau comme chef-lieu, puis celui de Rhodes intérieur, de confession catholique, avec Appenzell comme autre chef-lieu. Cependant, si cette particularité surprend, les Appenzellois, séparés autant sur le plan confessionnel que sur le plan politique, forment, comme le décrit très justement Fritz Allemann dans son livre 26 fois la Suisse, je cite, un peuple de jumeaux qui se détache avec netteté du fourmillement des ethnies helvétiques. Aucun autre canton n'abrite un type d'homme aussi particulier. On reconnaîtra d'emblée l'Appenzellois avant même qu'il ait ouvert la bouche et que son dialecte l'ait trahi. Par son corps, remarquablement petit, sec mais musclé, surmonté d'une tête très grande, par ses larges pommettes, ses traits madrés d'où émerge un nez mince, souvent effrontément dressé sous des yeux rusés. Fin de citation. En effet, qui n'a pas encore entendu parler de ces irréductibles Helvètes, à l'esprit frondeur et mordant, besogneux et qui perpétuent leur tradition tenace. Par ailleurs, on remarquera d'emblée dans ce décor idyllique qu'il n'y a aucune agglomération rurale qui conditionne le paysage. Certes, Herisau, Appenzell ou quelques magnifiques villages comme Trogen, Heiden ou Geiss ornent subtilement ce décor préalpin. Sitôt la campagne est gagnée, le phénomène saute aux yeux. Même depuis le chemin de fer, on remarque que les fermes construites essentiellement en bois et patinées par le temps interrogent l'esprit. On remarque également dans ces prairies gracieuses que toutes les habitations sont extrêmement isolées les unes par rapport aux autres. Je cite à nouveau Fritz Allemann, le sens de l'indépendance de ce peuple qui aime à affirmer, voire à exhiber dans sa vie privée son besoin de liberté et son individualisme indomptable, plus encore que les citoyens d'autres collectivités aux vieilles traditions démocratiques. Là aussi, il s'agit simplement d'un irrésistible besoin de se sentir libre sur ces terres au milieu de tous. Il n'y a pas que le célèbre fromage, le Biberli, les petits tableaux naïfs, la pièce de 5 francs qui roule dans le vase de terre cuite ou encore la Langemeinsle, véritable acte politique vivant qui forme l'attrait du pays d'Appenzell. Fermement encadrés par leurs voisins saint-gallois, les premiers reliefs appenzellois offrent immédiatement ce qu'il y a de plus beau dans un petit pays, l'immensité de l'évasion. Nous voici enfin à Appenzell. Mais avant de découvrir cette cité typique aux couleurs chatoyantes, je vous propose d'abord de faire un crochet du côté de Geiss où se situent les ateliers des chemins de fer appenzellois. Les ateliers de Geiss sont modernes. Ils furent construits en 1981 pour l'ensemble des 2 ex-compagnies qui formèrent les chemins de fer appenzellois. Mais nous reviendrons plus tard sur cette histoire. Ici, dans ce hall, 16 personnes travaillent en temps normal. Cependant, vacances oblige, il est vrai que les ateliers paraissent un peu déserts. Le rythme est moins soutenu, même si les navettes sur le réseau roulent à plein régime durant la haute saison. Car à tout moment, une panne peut surgir. Il faut donc faire face à toute situation afin que l'horaire ne soit jamais affecté. Un chemin de fer ne roule pas tout seul. Certes, les conducteurs et le personnel d'exploitation y sont pour beaucoup, mais que ferait une compagnie si elle ne pouvait pas compter sur des professionnels qui peuvent œuvrer dans la grosse mécanique comme dans la mécanique de précision ou l'électronique délicat? Car aux ateliers de Geiss, on ne fait pas que les révisions d'usage programmées. Rien ne manque dans ces ateliers. Plus de 10 corps de métier se côtoient quotidiennement dans des activités aussi nombreuses que variées. Et il y a là aussi la relève, pour preuve que la mécanique dans le chemin de fer intéresse toujours autant. Il faut savoir aussi que la majorité des travaux s'exécutent dans cette halle. Ceci dit, comme chez tous les petits chemins de fer, un certain nombre d'entre eux sont tout de même donnés à l'extérieur. Il serait impensable sur un point de vue économique que les chemins de fer appenzellois puissent s'offrir des ateliers complets pour le bon fonctionnement de son réseau. À côté se trouve un hall de stationnement spacieux. Sont parquées ici les rames qui assurent le service d'Appenzell à Saint-Gall et celle de Geiss à Heilstätten. Il est à noter que ces 2 lignes comportent chacune un tronçon à crémaillère. Le reste des rames sont, quant à elles, remises à Herisau. Mais quelle est donc cette vénérable dame du rail qui s'annonce du fond du dépôt? Eh bien, il s'agit de la vétérante BCF-EH 44, numéro 5, motrice fourgon de l'ancienne compagnie fusionnée SGA, construite en 1931 par le consortium SLM, SIG, BBC et qui a gardé sa livrée d'origine. Bichonnée par les gars du dépôt, elle sort de temps à autre sur réservation uniquement, il va sans dire.
Nous voici donc enfin arrivés au cœur du chef-lieu du canton d'Appenzell-Rhodes intérieur. L'heure de pointe ne va pas tarder. Les trains modernes et parfaitement confortables, car tous construits ou rénovés durant ces 15 dernières années, vont transiter quasi tous en même temps pour les correspondances de Wasserrauen, de Saint-Gall via Geiss, ainsi que Urnecht et Herisau. Durant cette demi-heure, l'activité est intense sur les quais. Cependant, aucun stress n'est perceptible. Comme chez les grands, la machine est bien huilée. Au poste de commande à l'intérieur de la gare, l'agent du mouvement gère la situation avec brio. Un coup de fil par-ci, une régulation par-là. Il faut savoir que depuis quelques années déjà, et pour des raisons de rationalisation, l'ensemble du réseau et les nombreux passages à niveau sont pilotés depuis cette centrale de commande. Et oui, il ne faut pas oublier que la majorité du réseau des chemins de fer appenzellois est accolée à la route. À chacun ses vétérans. Le convoi qui s'approche maintenant appartient au patrimoine d'Appenzellerbahn. Et petit détail technique qui se remarque au tampon et crochet de la motrice, point ici d'attelage GF en forme de cloche. Ce véhicule moteur, flanqué d'une remorque tout estivale, fait le bonheur des passionnés du chemin de fer. En fait, durant la haute saison, ce convoi historique est à l'horaire régulier certains dimanches, en assurant la liaison Gossau-Wasserrauen. Construit par SIG et MFO durant les mêmes années que la motrice fourgon rencontrée aux ateliers de Geiss, son appellation pourtant diffère quelque peu. Il s'agit là, depuis sa dernière restauration, d'une BCE 4x4 numéro 30. Tout en visitant furtivement cette motrice historique, il est intéressant de constater, chez les petits chemins de fer comme ici, à quel point le patrimoine roulant possède autant d'atouts commerciaux que de fierté. Et c'est parti pour les correspondances. Le convoi historique est à la même enseigne. L'heure, c'est l'heure. Avant de continuer notre voyage dans les confins vallonneux, c'est avec quelques notes de musique folklorique bien connues de tous que nous allons fureter encore un bref instant dans les ruelles d'Appenzell. Nous quittons Appenzell par le viaduc de la Citerre, direction Geiss. Profitons alors de ce petit voyage pour nous plonger un instant dans l'histoire des chemins de fer appenzellois. Les deux Rhodes d'Appenzell sont les seuls États en Suisse à ne jamais s'être vu construire une ligne ferroviaire à voie normale et pour cause. Le relief du territoire s'y prêtait mal et la région ne proposait pas vraiment de centre économique attrayant. Finalement, tout commence à la fin du 19e siècle, où certains notables caressaient l'idée de voir passer l'axe important Winterthur-Saint-Gall par Herisau. Espoir déçu, les dirigeants de la Compagnie du Nord-Est en décidèrent autrement en faisant passer la ligne par Gossau, située elle plus au nord.
Néanmoins, malgré la complexité topographique et les gigantesques problèmes financiers survenus, le chemin de fer entrait triomphalement en septembre 1875 sur le territoire appenzellois, reliant ainsi Winkeln à Urnacht. Malgré la ténacité légendaire des Appenzellois, il faudra pourtant encore attendre 11 ans afin que la connexion avec Appenzell puisse être ouverte. Ce fut chose faite le 28 octobre 1886. Le dernier tronçon, jusqu'à Wasserauen, fut quant à lui ouvert à l'exploitation durant l'année 1912 seulement. Sachez enfin que l'électrification en cours en continu du réseau intervint dès l'année 1933. Et pour conclure, concernant le projet de relier ferroviairement Appenzell au Santis, l'idée fut définitivement écartée en 1935 suite à la construction du téléphérique. À l'opposé, il y avait une autre compagnie, la Syngal Gais Alstetten SGA, qui grignota à son tour le territoire appenzellois avec un autre projet. Il s'agissait en fait de relier la toute-puissante Syngal à Appenzell, mais passant cette fois-ci par les grands villages de Teufen et de Gais. Construite elle aussi par étapes et après bien des soucis juridiques et financiers, Appenzell fut cette fois-ci recordé en été 1904 au chemin de fer de Gais, comme on aimait à l'appeler en son temps. Chez la compagnie SGA, la période héroïque de la traction à vapeur prit fin dès 1931 sur l'ensemble du réseau. En 2002, plus de 2 200 000 voyageurs ont emprunté les quelques 60 km du réseau à voie métrique qui sillonne une région essentiellement rurale. Réseau passé en 1988, après de nombreuses années de concubinage, à la fusion complète. Depuis, l'exploitation de ce nouveau réseau est passée entièrement sous la houlette des Appenzeller Bahn. Aujourd'hui, 125 personnes forment les ressources humaines de l'entreprise et Martin Vogt, ancien responsable chez les chemins de fer Rettig, en est le directeur général depuis 14 ans. Sur les hauts de Hallstetten, ville médiévale s'il en est, encastrée entre les pieds du relief appenzellois et les rives du Rhin, se trouve une petite gare de chemin de fer à crémaillère. À l'autre bout, bien loin de la ville, se trouve celle du chemin de fer à voie normale, exploitée depuis 1902 par les chemins de fer fédéraux. Entre les deux gares, une compagnie de tramway assurait le trait d'union. Cette dernière fut du reste définitivement abandonnée durant la fin des années 70. Mais revenons à notre petit train à crémaillère. Cette ligne parfaitement bucolique fait partie intégrante de l'ancienne compagnie SGA. C'est d'abord en tant que compagnie indépendante créée en 1909 que le projet du tronçon Gais-Alstetten prend forme. À la question pourquoi finalement une telle ligne dans ce relief si escarpé et peu enclin à la construction d'un chemin de fer, la réponse est fort simple. C'était dû aux grandes foires d'Alstetten qui irradiaient d'un grand pouvoir d'attraction auprès des habitants du pays d'Appenzell. Bien évidemment, d'autres considérations sont entrées en ligne de compte, notamment la construction et l'entretien des routes fut autrement plus onéreux que celui d'un chemin de fer. Exploité dès le 17 novembre 1911 par la compagnie des tramways du Rhin, ce n'est que bien plus tard que la ligne entra définitivement dans le giron de la SGA. En 1989, enfin, cette dernière fera partie des lots fusionnés de la compagnie des chemins de fer appenzellois. La montée jusqu'à Stoss est un ravissement, surtout si l'on peut profiter des wagons panoramiques ouverts exploités durant la haute saison. Certes, le bruit provoqué par le roulement de la crémaillère efface un tant soit peu l'ambiance bucolique des prairies accidentées qui mènent droit au pays d'Appenzell. Cependant, arrivé à Stoss, le panorama est imprenable sur la vallée du Rhin, puis au loin il s'efface dans le Vorarlberg autrichien ou bute sur les contreforts de Liechtenstein. Après la petite station où s'arrête la crémaillère, et sitôt arrivé sur le terre-plein, le train file à bonne allure en direction de Gais sur une ligne construite à l'origine déjà tout en accotement de la route. À Gais, la célèbre courbe qui chante à l'entrée de la gare bat le rythme des villageois. À part l'horloge au fronton de la grande église et sur le quai de la gare, seuls les trains marquent le temps dans cette région plutôt paradisiaque. Quittons maintenant Gais pour redescendre vers la grande ville de Saint-Gall.
Profitant des beaux jours, la direction de la compagnie n'hésite pas à se lancer dans de coûteux travaux sur la ligne. Et oui, même si l'usure des voies n'est peut-être pas aussi conséquente que sur celle d'un réseau à voie normale de grand trafic, les petits chemins de fer n'échapperont pas aujourd'hui, souvent leur centenaire fêté, à devoir remplacer leur infrastructure initiale. Et ce genre d'intervention se multipliera de plus en plus avec les années. Cela dit, ces travaux ne sont pas toujours aisés à organiser pour les compagnies, notamment pour les plus petites d'entre elles, économiquement d'abord et juridiquement ensuite. Car en Suisse, l'Office fédéral des transports veille au grain. Rien ne s'opère sur les infrastructures sans le consentement de celui-ci, même pas un bout de voie, ce qui parfois a tendance à plomber les meilleures volontés. C'est parti pour la dernière ligne droite, si j'ose dire. À la sortie de la gare de Teufen, nous traversons le magnifique village, tel un tramway. L'église au centre, sobre et imposante, toise le convoi rouge et blanc qui roule, lui au moins, à vitesse adaptée. Encore quelques courbes aux côtés de la route et la descente se fait plus brusque. À un point tel qu'il a fallu, à un moment de la conception du projet de la ligne, prévoir juste à l'entrée de la grande ville un tronçon à crémaillère. Depuis des lustres, ce bout de ligne est un véritable serpent de mer chez les autorités locales, comme chez les responsables de la compagnie. À quand un tunnel afin de gagner le centre-ville de Saint-Gall en toute quiétude? Aïe, que n'ai-je pas dit là? Je sens qu'on va encore se disputer. Saint-Gall terminus. La ligne des chemins de fer appenzellois finit en cul-de-sac au secteur des petits trains de la Hauptbahnhof. Juste à côté commence la ligne Saint-Gall-Trogen, autre chemin de fer appenzellois. Nous y reviendrons plus tard, ainsi que sur ceux du Rorschach-Heiden et du Petit Rheineck-Walsenhausen. Et selon la formule consacrée, nous espérons que vous avez fait un agréable voyage avec les chemins de fer appenzellois. À bientôt. Les rives du Léman s'offrent à vos yeux. Est-il nécessaire de vous les présenter? Nous sommes convaincus qu'une promenade dans la région est toujours un ravissement. Du reste, aujourd'hui, nous allons à Morges. Pourquoi Morges, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'à la gare, un charmant petit chemin de fer, vert et blanc, nous attend. Auparavant, rendons hommage à l'Italie, ce magnifique bateau à aube belle époque de la CGN. Ce bâtiment lacustre, construit en 1908 par les usines des frères Sulzer à Winterthur, assure aujourd'hui le service. Ce représentant fait partie d'un patrimoine naval unique au monde, car il existe encore 8 unités de ces majestueux représentants de la flotte du Léman. Un bémol toutefois, il fait malheureusement partie de ceux qui, pour d'obscures raisons économiques, ont perdu depuis longtemps leur chaudière à vapeur et autres pistons. C'est suite à une importante révision en 1958 qu'il a été décidé d'installer à la place un gigantesque moteur diesel électrique. Mais malgré tout, cela n'enlève rien au charme désuet du bateau. Sitôt le pied posé sur le débarcadère, le chemin vous conduit immanquablement au cœur de cette vieille ville lacustre aux origines savoyardes. Il y a d'abord le château, situé à l'ouest de la rive. Construit probablement en 1286, aujourd'hui ce bâtiment abrite un musée militaire. Partagée entre la Venoge à l'est et l'Aubonne à l'ouest, le lac au sud et le Jura au nord, la ville est claire et il y fait bon vivre. Dans la Grand Rue, vieille de 700 ans, les autorités de la commune ont eu la lumineuse idée, en 1993, de la fermer à tout trafic afin de rendre cet espace convivial aux piétons. Il y a là pléthore de commerces, de terrasses ou d'espaces de repos. N'est-il pas écrit ici ou là qu'il s'agit du quartier des Bavards? C'est tout dire. Plus au nord, nous arrivons à la place de la gare. Rappelons ici que la ligne Lausanne-Genève fut exploitée dans son ensemble à la fin de l'année 1858. Quant aux infrastructures ferroviaires proprement dites, devenues obsolètes avec le temps, elles furent entièrement rénovées à grands frais en 1997. L'espace des quais est maintenant parfaitement aux normes du chemin de fer moderne. D'ailleurs, le petit train de bière Apple-Morges, plus joliment appelé le BAM, s'est parfaitement intégré aux nouvelles installations. C'est l'heure, le convoi de la petite ligne secondaire quitte rapidement les nuisances sonores autoroutières afin de gagner comme par enchantement les premiers reliefs reposants de la campagne au pied du Jura. Après quelques kilomètres déjà, c'est devant l'imposant château de Vufflan que chaque train, au passage, fait référence. Construite durant les années 1415-1430, le château fort, à l'architecture faite de briques, fait de ce monument original une véritable curiosité connue loin à la ronde. Puis
Puis le train continue son chemin à bonne allure, par de larges boucles le long des vallons dorés à l'odeur du blé fraîchement coupé. Finalement, à la vue de cette région, bercée à toute saison d'une douce lumière typiquement lémanique, n'avons-nous pas l'envie de laisser la voiture au garage, de chausser nos bons souliers et partir avec le sac à dos direction la gare? Pour le reste, les yeux fermés, les trains du BAM se chargent de vous transporter à ces petites gares situées juste à l'entrée de multiples chemins pédestres, traversant parfois ces villages pittoresques de la côte lémanique et du pied du Jura, où le silence et la sérénité ne sont pas de vains mots. Mais on cause, et voilà que nous arrivons déjà à Aples. Cependant, avant d'entreprendre la correspondance pour Lillemont-la-Ville, je vous propose de retourner une nouvelle fois à Morges. Tiens, il pleut, c'est pas grave, nous allons parler de technologie ferroviaire. Comme on vient de le voir, tous les trains voyageurs glissent ponctuellement sur les rails et par n'importe quel temps. Mais il y a d'autres convois, plus larges et plus lourds cette fois-ci, qui s'intercalent aussi dans la grille horaire du BAM. Par ailleurs, il est un secret pour personne de savoir qu'en temps de paix, les canons de l'armée suisse traversent le pays uniquement avec le chemin de fer. Il fallait donc pouvoir acheminer à la caserne de Bière ces imposants véhicules le plus directement possible. Comment ? Eh bien par le biais des wagons truck, et bien plus tard par ceux dits des bogies transporteurs. En effet, la petite compagnie s'est faite depuis longtemps le chantre du transport ferroviaire de marchandises pour ses clients. Les problématiques en matière de transbordement n'étaient plus à l'avantage du transport ferroviaire. Il allait très vite trouver une solution rationnelle aux besoins des CFF. C'est donc tout naturellement en 1964 que les premiers trucks apparaissent. Il s'agit de longs véhicules plats surbaissés à la largeur d'une voie normale et les wagons CFF roulaient dessus. Puis le progrès aidant, dès 1981, la compagnie fait l'acquisition de tout nouveaux bogies transporteurs, présentés sous la forme d'ingénieux chariots à petites roues. Et comme vous l'avez constaté, la manœuvre est fort simple. Il s'agit de faire glisser lentement les wagons CFF qui transitent automatiquement de la voie normale sur le dessus des chariots qui, aussitôt, les arriment solidement. Il n'y a plus qu'à connecter les tuyaux d'air pour les freins et le tour est joué. Il est à noter que le BAM n'est pas le seul à exploiter ce genre de transport combiné. Notre convoi est maintenant sur le chemin de la caserne de Bière. Le site militaire en question est spécialisé dans le canon gros calibre. Pour le BAM, les transports de ce type représentent à eux seuls 30% du trafic marchandises annuel. Ce n'est pas négligeable, car parallèlement, le transport de wagons CFF suscite un coût certain pour la compagnie. Toute l'infrastructure ferroviaire, remise globalement à neuf ces dernières années, a dû être profilée entièrement aux normes d'un chemin de fer à voie normale, y compris dans les gares et autres haltes. Malgré les mesures d'économie promulguées sans cesse par la Berne fédérale, notamment surtout en ce qui concerne les chemins de fer, il est intéressant de constater qu'il en est tout autre quand il s'agit d'intérêts militaires. La preuve en est qu'en 1997, la Confédération a financé sans rechigner quelques millions de francs pour la construction d'un petit kilomètre de ligne de raccordement à la caserne de Bière. Un luxe que le BAM n'aurait jamais pu imaginer un instant, même pas en rêve. Bref, ce raccordement est là et bien là, signe que ce trafic peu ordinaire risque encore de perdurer longtemps, et ce pour le bien des finances de la compagnie. Mais ce n'est pas tout. Dans l'enveloppe budgétaire, il a fallu financer, en plus du raccordement, un magnifique terminal ultramoderne placé à quelques encablures de la caserne. Ici sont acheminés toutes sortes de véhicules gris-verts qui sont réexpédiés à nouveau à tout moment. Ces allées et venues se répètent généralement tout au long de l'année. Concernant les responsabilités de chacun, il n'y a aucune ambiguïté. Le BAM s'assure à ce que les convois soient acheminés dans les meilleures conditions que possible et dans les règles sécuritaires ferroviaires en vigueur. Quant au déchargement proprement dit des véhicules, il s'effectue par les soins du personnel permanent non uniformé de la caserne.
Pour clore enfin ce chapitre, il est à noter que le BAM transporte, vous l'imaginez bien, autre chose que du matériel militaire. Alors prenons l'affiche et que lisons-nous? Les produits agricoles, notamment les betteraves sucrières, le blé et le colza caracolent en tête avec 48% du volume du transport total effectué durant l'année 2002. Rien d'étonnant pour la région. Puis, comme chez les confrères de la ligne de la Bernina, ce sont les grumes qui suivent, avec plus de 10% du volume et le reste provient de petits transports divers. Le soleil revenu, à Apple, les correspondances s'effectuent rarement avec retard. Ponctuel le BAM, c'est la devise de la maison. Par ailleurs, la situation de la gare est plutôt originale. Regardons ça d'un peu plus près. On constate aisément que l'embranchement de la ligne en direction de Lille, charmante petite bourgade des bords de la Venoge, arrive en fait de la ligne centrale en provenance de Bière et non de Morges. Tiens. Alors profitons de cette escapade vers le château du Petit Versailles pour découvrir enfin l'histoire du chemin de fer Bière-Apple-Morges via Lille. La raison première qui décida la construction d'une ligne ferroviaire reliant la cité lémanique au village reculé de Bière, c'est à nouveau à l'armée qu'on la doit. En effet, cette place d'armes revêt déjà en 1873 de toute son importance. Par ailleurs, dès l'année 1875 déjà, les communes environnantes se sont passablement concertées afin de dessiner les contours d'un projet ferroviaire central jusqu'à Morges avec divers embranchements. Au même moment, ailleurs, on discutait fermement quant à un ambitieux projet qui devait relier Yverdon à Nyon via Orbe, Ille, Bière, Gimel et encore Genolier. Magnifique idée, pourtant impossible à financer. Ce projet a rejoint les cartons d'archives pour ne plus jamais en sortir. Néanmoins, ici et là, quelques bribes de ce projet voient le jour, notamment avec ceux des tramways de Gland-Benien, Rolle-Gimel, Alamand-Aubonne-Gimel, aujourd'hui tous disparus. En finalité, le seul rescapé de cette hécatombe, c'est bien le Bière-Apple-Morges. En plus de l'armée, un urgent besoin de transport s'est fait sentir aussi pour l'économie agricole et sylvicole, déjà en pleine expansion en cette fin du 19e siècle. Alors sur la feuille de papier, pas moins de 5 tracés sont proposés par les promoteurs. Dans la région, après d'âpres discussions, il est difficile de s'entendre car tout le monde veut voir passer le train chez lui. À l'arrivée, aucun de ceux-ci ne sont retenus. N'oublions pas non plus que nous sommes en Suisse et que c'est le compromis qui prévaut. Le 29 juin 1893, une concession ferroviaire à voie métrique de Bière à Morges via Apple est adjugée aux représentants du comité d'initiative. Quant aux travaux, ils débutent le 14 avril 1894 pour se terminer en un temps record le 29 juin 1895, soit 5 mois plus tôt que prévu. De plus, les entrepreneurs ne prennent aucun risque lors de la construction de la ligne, toujours en site propre et pas de courbe dont le rayon est inférieur à 100 mètres. Dans la foulée, l'inauguration a lieu le 29 juin de la même année et c'est le 1er juillet que l'exploitation est officiellement ouverte. Le BAM est né. Cependant, on accorde tout de même en décembre 1894 une nouvelle concession à une petite compagnie qui souhaite relier le village d'Apple à celui d'Illemont-la-Ville. Le projet a pris corps et est inauguré le 12 septembre 1896. Ceci dit, très vite, cette dernière ne put faire face à ses responsabilités et quelques temps plus tard, elle fut croquée en une seule bouchée par les dirigeants du BAM.
Les débuts de la compagnie commencent sous le règne de la vapeur. Par ailleurs, fait étonnant et rarissime dans les chemins de fer secondaires, aucune des deux lignes n'est exploitée par la compagnie propriétaire. En effet, le gestionnaire d'infrastructure est en premier lieu le chemin de fer Jura-Simplon et dès 1902, les CFF. Cette situation prit fin en 1916 où le BAM reprend enfin son destin en main. Concernant l'électrification de la ligne, les premières discussions sont entreprises dès 1904 déjà. Malheureusement, l'état des finances de la compagnie ne permet pas d'aller au-delà du vœu pieux. Il a fallu finalement attendre le deuxième conflit mondial et l'aide de la Confédération qui ne voulait pas revivre une deuxième crise du charbon et de ses conséquences de dépendance que cela pouvait provoquer pour entreprendre l'électrification. C'est donc chose faite en novembre 1943. Cependant, l'entreprise n'est pas une mince affaire. Premièrement, ces travaux sont effectués avec l'aide de prisonniers de guerre, notamment polonais et anglais. Ensuite, dû aux hostilités qui font rage en Europe, l'approvisionnement des matériaux est extrêmement difficile. Et puis, c'est autour du choix de la tension qui pose problème. Laquelle faut-il retenir pour un chemin de fer comme celui-ci? Par ailleurs, la production de courant continu n'est pas étendue sous nos latitudes. C'est à ce moment que les CFF proposent de fournir leur courant alternatif, 15 000 volts, à des conditions satisfaisantes. Alors, à nouveau, grande première pour le BAM. C'est le premier chemin de fer secondaire au monde à utiliser une tension aussi élevée pour l'exploitation de son réseau. On profite aussi de l'occasion pour rénover quelque peu l'infrastructure vieillissante. Bref, le BAM voit l'avenir avec confiance, malgré les heures sombres qui s'écoulent. Ceci dit, après les années de crise, la compagnie ne fait pas exception devant les difficultés financières. Maintes fois menacée, c'est pourtant grâce à un expert indépendant qui, en 1960, sauve in extremis la ligne d'une fermeture définitive. Ces conclusions sans appel confirment le maintien du chemin de fer qu'à la condition stricte que les communes concernées mettent la main à la poche. Un ouf de soulagement général se fait sentir lorsque les villageois répondent par l'affirmative à la question du maintien. Aujourd'hui, les navettes modernes circulent de manière rythmée entre Morges et Bière. Par contre, la correspondance avec l'As pour Lille ne s'effectue plus que du lundi au vendredi et en période scolaire uniquement. De plus, un audit est à nouveau pendant pour ce tronçon. Les conclusions de ce dernier tomberont à la fin de l'année 2003. Le BAM a transporté en 2002 près de 570 000 voyageurs, dont un petit 100 000 pour le tronçon Apple-Lille. Dans ce bilan, il faut compter 77% de voyageurs titulaires d'un abonnement annuel. Arrivé au terme de notre voyage, gare terminus de la ligne, c'est ici à Bière que se trouve le cerveau de l'infrastructure du réseau de 29 km 700 du BAM. Toutes les aiguilles, les feux de signalisation et la surveillance par vidéo des gares sont gérés par plusieurs ordinateurs. Grâce à cette configuration, cela a permis d'ailleurs à la gare de devenir la seule du réseau encore ouverte à la clientèle. À la sortie du village se trouvent aussi les ateliers. Un hall spacieux et moderne permet à 9 collaborateurs de diverses professions de procéder aux révisions usuelles du matériel ferroviaire. Mais il y a aussi les pépins du quotidien auxquels il faut faire face. Par exemple, aujourd'hui, c'est le bandage d'une roue qui s'est fendue. La réparation sera longue et délicate. Il y a évidemment aussi à traiter toutes les déprédations. Le BAM n'y échappe pas non plus. Ce qui est intéressant avec le BAM, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises, et c'est tant mieux. Si la compagnie est avant tout une entreprise de transport public, il n'en est pas moins un chemin de fer bucolique à découvrir avec tendresse. Nous vous le disions, la région est authentique et reposante. Les plaisirs de la table sont aussi d'actualité ici. Et oui, plusieurs fois dans l'année, une rame rétro minutieusement conservée propose le BAM Saveur. Tout commence à Morges par une promenade sur la ligne agrémentée d'un apéritif afin d'aiguiser l'appétit. Puis les choses sérieuses commencent à Apple au moment du transbordement au wagon-restaurant de 1925 où l'on vous sert un menu aux essences régionales concocté par le chef Claude Joseph et sa brigade qui cuisine en temps normal à l'adresse réputée de l'Auberge de la Couronne située au cœur d'Apple. Moi, je me demande toujours quand ce qu'ils visent, parce qu'avec l'appareil, c'est pas vraiment sur les gens. J'ai toujours la même chose. C'est à peine croyable de voir cette brigade œuvrer avec tant d'aisance et de talent dans les balancements parfois secs du convoi historique. Le service, quant à lui, est impeccable. Et afin qu'il ne le soit mieux encore, le convoi ne manque pas de s'arrêter ici ou là sur la ligne. Le temps aussi pour les convives de jeter un rapide coup d'œil sur le panorama lémanique.
Voilà que le dessert va être servi tout soudain. Juste le temps pour nous de nous retirer sur la pointe des pieds et de laisser ce petit monde savourer la douceur du chef. Comme vous le voyez, on ne reste pas les bras croisés au BAM. Déjà 1000 idées fourmillent dans l'esprit des dirigeants de ce merveilleux petit chemin de fer. On se réjouit par avance de les découvrir. Paul, c'est combien de temps là pour la mise en route, l'allumage, graissage? Oh, 3 heures en tout. 3 heures? Oui, de 2 à 3 heures. Oui. Ça dépend si on veut. On peut le faire vite aussi. On peut se dépêcher à la mettre sous pression, mais c'est pas bon pour la mécanique. Il vaut mieux qu'elle prenne bien son temps parce que tout travaille quand elle chauffe. Donc plus c'est long, c'est bon. C'est plus 2 heures quand elle a chaud de la veille. Mais quand elle est froide de la veille, c'est 3 heures. Qui vous a appris? Qui vous a appris à allumer et à graisser aussi? Depuis tout petit, c'est mon père qui m'a mis dedans, qui m'a beaucoup appris. Qui m'a fait cette passion. Alors, il m'a beaucoup appris. Puis après, quand je suis venu travailler ici, c'est un formateur qui m'a appris à... Vous êtes salarié, donc ici, vous êtes à temps plein ici? Saisonnier, juillet-août. Le reste du temps, je fais mes études. Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez? Donc là, j'ai fini mes classes préparatoires. J'ai fait maths MP, donc maths physique. Et maintenant, j'ai réussi mon concours et je passe en magistère de maths à Rennes. Donc rien à voir avec ça, quoi. Deux univers complètement différents. Oui, complètement différents. Je voulais que ça reste une passion, en fait. Je voulais que ça reste des vacances, vraiment. Et à chaque fois que je suis ici, je suis vraiment heureux, quoi. Quand j'entends tractionner, c'est magnifique, c'est magique et c'est pour ça que je suis là. Ça, c'est une grosse machine, ça. Si, on a échangé depuis longtemps.
Ce qui est étonnant ici, lorsque l'on arrive au train à vapeur des Cévennes, c'est deux choses. La première, c'est le gabarit du matériel. On n'est plus dans le petit chemin de fer touristique, en voie métrique ou en voie de 60. C'est ce que nous avons vu dans cette collection DVD. On est en écartement normal. On est au gabarit SNCF, on est en mètre 435, d'où la taille du matériel. Et puis le deuxième, c'est l'importance du matériel au point de vue traction vapeur. Ben oui, c'est tout de même la raison d'être de ce réseau, c'est son originalité, c'est sa force. Alors, petit tour d'horizon du matériel, nous sommes ici à Saint-Jean-du-Gard, terminus de la ligne, qui fut un dépôt très important. Alors, regardez dans quel état elle se trouve. Cette 040T, la physionomie, elle trahit son origine. Eh bien évidemment, c'est une Allemande de chez Krupp, 1937. On a refait la chaudière, elle est en parfait état. Et elle assure la traction, hein, des coups de collier terribles. Cette 040, tout de même, c'est 1000 chevaux avec un couple. Elle tirait des rames, des trains de charbon de 2000 tonnes. Donc ça, vous voyez, tout seigneur, tout honneur, c'est la reine, la 040T Krupp. Mais il y en a d'autres. Regardez. Regardez celle-ci. Sa forme trahit son origine. Elle aussi, elle est allemande, avec des roues plus petites, qui lui donnent des coups de collier étonnants. Comme on dit ici, elle ne monte pas au sommet des montagnes, non. On met un câble autour de la gare, on ouvre le régulateur et on arrache la gare avec. C'est ce qu'on disait pour les 141R, c'est ce qu'on fait avec cette 040. Et alors, une originalité, cette machine, elle est neuve, elle est en parfait état, elle est de 1949, mais une originalité, écoutez Stéphane, il veut la vendre. C'est une machine que j'ai trouvée dans un ancien musée en Allemagne qui était destinée à être simplement exposée. Le train à vapeur des Cévennes, la CITEV l'a racheté et j'ai assuré la maîtrise d'œuvre pour la reconstruction avec un partenaire en Allemagne, l'atelier de Malova, et on a tout refait. La chaudière est neuve, elle a la particularité d'être une chaudière refaite selon la nouvelle norme CE, donc c'est une machine qui est capable de rouler dans toute l'Europe sur des trains à voie normale, et puis elle est sur Saint-Jean-du-Gard depuis août. C'est tout l'intérêt et tout le savoir-faire de la CITEV, c'est de pouvoir permettre à d'autres réseaux d'acquérir des machines qui sont dans un état de neuf pour pérenniser le savoir-faire ici à Saint-Jean-du-Gard, parce qu'il faut que nos équipes elles aient aussi un autre métier. En Saint-Jean-du-Gard, c'est 13 km et faire ça tous les jours, c'est un côté lassant. Et il faut permettre à nos équipes et à notre personnel d'acquérir d'autres compétences, de la maîtrise d'œuvre, des choses comme ça, de ce type-là, de l'entretien, du suivi d'entretien des machines. Et donc pour nous, c'est une étape supplémentaire qu'on désire franchir. Donc cette machine est à vendre aujourd'hui. Le nouvel objectif qu'on s'est fixé à la CITEV, ça fait 20 ans qu'on est ici à Saint-Jean-du-Gard et on essaye de faire profiter d'autres réseaux qui ont plus de difficultés peut-être financières ou des difficultés techniques, parce qu'aujourd'hui ça devient insurmontable. Les locomotives à vapeur sont toutes usées et il faut passer à la vitesse de la reconstruction et non plus de l'entretien comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. On a des locomotives démontées un peu partout en Europe, enfin on n'en a pas 50, mais on a quelques machines à vapeur qui sont à disposition de clients potentiels pour exploiter. Alors on est prêt. Dernier point, ça vaut combien ça ? Aujourd'hui, on avoisine les 700 000 € sur une machine neuve comme celle-là. Troisième machine, cette 030T. Mais attention, celle-ci n'est plus allemande, elle est française. C'est la dernière locomotive à vapeur construite en Alsace, à Mulhouse, par la société alsacienne de construction mécanique qui est venue, vous savez, par la suite, le géant Alstom. Donc une 030T, et non pas une 040T, mais qui est capable de donner de très bons coups de collier. Mais il y a une autre machine ici que l'on verra peut-être l'année prochaine qui est en cours de réparation, c'est la fameuse 140C27. La 140C27 a la particularité d'être la dernière machine à vapeur de la SNCF à avoir roulé dans l'est de la France, près de Sarreguemines. C'était un train, en quelque sorte, un train ouvrier. Et cette machine est donc en réparation, toujours les mêmes problèmes de chaudière. La réparation de la chaudière se fait en Pologne et le mécanisme, l'embiellage, lui, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et donc avec, vous voyez, un parc de 4 vapeurs, ce réseau est capable de vous donner du très joli spectacle. Mais ce n'est pas tout. Il y a, regardez, du diesel. Alors, du diesel, il y en a. Il y a bien sûr les locotracteurs. Gaston, bien sûr, en l'honneur de Gaston Moïse. Et puis, vous voyez, là, il attend la réparation parce qu'il a un problème de moteur. Là, l'autorail, le Renault, le VH24, problème de moteur. Si vous trouvez des pièces détachées, si vous trouvez des pistons, des embielages, messieurs, vous êtes les bienvenus.
Et puis il y a le parc de voitures, extrêmement important. Regardez, vous voyez celle-là, elles sont caractéristiques celles-ci. Vous voyez, crème. C'est 3 voitures de ce qu'on appelait le réseau Bastille. Des voitures postes, avec toute l'équipe là, qui est en plein effort au pied. Et puis, des voitures qui étaient transformées pour être des baladeuses. Parce que lorsqu'on se promène sur cette ligne qui va de Anduze à Saint-Jean-du-Gard, je vous invite absolument à parcourir. On en profite vraiment sous le beau soleil des Cévennes que dans les baladeuses. Comment résister au charme de ce petit train si pressé de partir qu'on n'a pas eu le temps de mettre un toit à tous ces wagons? Lorsqu'il franchit le viaduc séjourné, on ne sait plus lequel du train ou du viaduc pourrait se passer de l'autre. Puis, une partie de cache-tampon s'organise avec, pour partenaire Sa Majesté la Montagne, qui sème à plaisir ravins et précipices sous notre chemin ferré. Minuscule et obstiné, il chemine au flanc des abrupts pour l'émerveillement inquiet de ses voyageurs. Vallée et gorge, le jeu continue et, par chance, quelque araignée industrieuse a tissé devant lui le pont Gisclar, nous permettant de franchir la profonde vallée du Tête. Et avec lui, nous atteignons Mont-Louis. Mont-Louis, place fortifiée par Vauban, station d'altitude, 1610 mètres, et de sport d'hiver, vous signale votre guide. Mais un autre guide vous expliquera que grâce à un ensoleillement exceptionnel, un laboratoire de l'énergie solaire a été installé. Dans son four solaire s'élabore la moderne alchimie des hautes températures. Vous lui devez bien ça entre nous. Car c'est l'eau du lac des Bouillous qui entraîne les usines hydroélectriques alimentant la ligne ferroviaire du petit train jaune. Font-Romeu, fontaine du pèlerin. Ici, été comme hiver, on peut venir étancher, s'asseoir de grand air, de soleil ou de neige. La Tour de Carol, France ou Espagne? Presque l'une et l'autre, car la frontière chemine capricieusement au flanc de la montagne, et seul le pas agile des contrebandiers sait reconnaître la terre d'Espagne de la terre de France. Et ici encore, cruel dilemme, truite aux amandes pour le pêcheur heureux, amande pour le pêcheur aux truites malheureux. L'artisan de cette très belle réussite, c'est François Zéllinger. Un homme qui n'en est pas, je voudrais dire, à son coup d'essai. Comment François Zéllinger est-il arrivé ici, dans le Gard?
C'est un petit peu une histoire de famille, puisqu'à l'origine de toute cette aventure, c'est mon frère Benoît qui était le grand passionné de chemin de fer touristique, qui a racheté la célèbre 140 C27 que l'on est en train de restaurer actuellement, et qui s'est lancé dans cette aventure en voulant faire son métier de sa passion. Et quand il a trouvé la ligne d'ici, Anduze-Saint-Jean-du-Gard, il a dit c'est là qu'on pourra créer quelque chose qui structurellement sera professionnel. Et il m'a demandé de le rejoindre. On était en association et on avait circulé sur plusieurs réseaux. On avait circulé sur le chemin de fer de la Dolère et tout au début, donc en Alsace, et tout au début, on avait circulé sur le chemin de fer d'Ottrott-Rosheim, donc près d'Obernai. On voulait gérer un réseau et puis on voulait vraiment pouvoir le professionnaliser à 100%, c'est-à-dire qu'on ne souhaitait pas avoir un mixte entre l'association et les professionnels. Donc on a préféré franchir le cap, ce qui a été un petit peu plus difficile je pense, et créer une structure 100% professionnelle. Donc ici à Saint-Jean-du-Gard, ça a été rendu possible d'une part par la municipalité qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous a bien soutenus dans le lancement de ce projet, et puis grâce aussi au contexte touristique local. C'est vrai que les Cévennes sont une magnifique région qui accueille beaucoup de touristes. Vous l'avez vu, il y a la bambouseraie en cours de route, donc on a pu immédiatement développer aussi des produits touristiques et professionnaliser aussi la démarche de commercialisation. Mais là, vous vous êtes attaqué à du gros, alors que d'habitude, les chemins de fer touristiques, c'est du métrique. Là, c'est du lourd, c'est du gros, c'est du gabarit SNCF. C'est de la voie normale avec tout ce qui va à l'échelle et les coûts qui vont à l'échelle aussi, puisque les coûts de maintenance aussi sont importants. On a retrouvé une voie dont la dernière révision datait de 1964. Donc ça, en 1986, voilà, ça a été notre premier grand travail, ça a été de remettre la voie à niveau. Donc là, il y a eu, aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 traverses de changées sur l'ensemble de la voie, sur 13 km, sur une voie ferrée qui en compte 25 000 au total, quoi. On peut dire que la voie est neuve, le rail a été changé, on a changé à peu près 15 km de rail, donc ça fait une file de rail entière sur tout le parcours. Voilà, on a fait des gros investissements aussi. Et les locomotives, j'ai vu, qui sont en parfait état, qui sont quasiment neuves. Alors les locomotives, ça c'est des choix aussi, c'est grâce à notre public et à nos voyageurs. La croissance de la fréquentation sur Anduze-Saint-Jean-du-Gard a fait qu'on pouvait se permettre d'investir, et quand on fait des choix d'investissement, on a toujours fait des choix de faire des travaux de fond. C'est-à-dire qu'une locomotive qui est faite, elle est faite pour 40 ans. C'est-à-dire qu'on refait une chaudière neuve, on refait le mouvement, on reprend les châssis, on reprend tout de A à Z. Combien de voyageurs vous êtes passé, quand vous avez repris ce réseau, vous êtes passé de 30 000 à combien maintenant ? Le record est à 157 000 voyageurs, donc on a la fierté d'être le premier train touristique à vapeur français. Et puis voilà, après aussi avec des années très difficiles, l'année de la canicule par contre, où on n'a eu que 124 000 visiteurs du fait de ces aléas météorologiques. Et pour nous, c'est des catastrophes parce que ça nous sape complètement nos capacités d'investissement et de développement. On ne cherche pas spécialement à être bénéficiaire, disons que les bénéfices nous permettent de réinvestir dans le matériel. Un petit bijou comme on a derrière nous, c'est un investissement de 500 ou 600 000 euros. Donc voilà, nous, nos bénéfices, les bonnes saisons, c'est toujours mis à profit pour prendre de l'avance en cas de mauvaise saison à venir. On a une gestion saisonnière de l'activité, on travaille 7 mois par an et on a quand même 14 salariés toute l'année, et en pointe de juillet-août, on est 28 personnes. Il faut aussi s'adapter à la clientèle. Vous avez vu qu'on ne fait pas du 100% patrimonial. On a des belles locaux, on a quelques voitures Bastille qui sont à peu près d'époque, mais on a aussi des wagons découverts, des voitures qui ont été adaptées à la demande de la clientèle, qui ici souhaitaient voyager en plein air, le nez au vent, pour profiter des paysages cévenols. Maintenant, on a aussi une équipe jeune, vous l'avez vu, on a des gens qui ont 30, 35 ans, qui ont 10 ans de maison, donc qui ont envie aussi maintenant de développer leur cursus. Et nous, l'objectif, c'est de leur apporter aussi des carrières un petit peu en évolution. Donc aujourd'hui, on reçoit ici des gens pour de la formation. Donc on est devenu centre de formation parce qu'on a un magnifique banc d'essai pour faire tourner des gens sur des machines à vapeur 200 jours par an. Et puis on fait au-delà de la formation, on fait aussi de la maîtrise d'œuvre. Et puis pourquoi pas reprendre une autre exploitation ou se positionner
pour exploiter ailleurs et apporter nos méthodes sur un autre réseau touristique. Et puis on fait aussi de la maîtrise d'œuvre maintenant sur de la vente de machines à vapeur, puisque voilà, on a pris les devants aussi pour restaurer des machines à vapeur. C'est un investissement pour nous et éventuellement on peut proposer aujourd'hui à un réseau extérieur l'achat d'une locomotive à vapeur entièrement restaurée et immédiatement disponible.